Pour clôturer cet après-midi consacré à l'impact de la crise sanitaire sur le monde de la santé, nous nous tournons maintenant vers le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, Thomas Fatto. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Et évidemment, quand on pense à cette mobilisation très importante qui a été celle de l'ensemble des institutions, il faut qu'on fasse effectivement un focus particulier sur voilà, les différents volets de cette mobilisation de l'assurance maladie tout au long de cette crise. Alors, elle a été celle du régime général. Certains ont mentionné aussi que la mutualité sociale agricole, dans ses missions, s'était fortement mobilisée. Mais là, nous allons voir d'une certaine façon comment vous avez pris en charge d'une certaine façon à la fois une forme de continuité du service public, de la sécurité sociale ou de l'assurance maladie et développer aussi de très nouvelles missions ou de nouveaux services avec un effet peut-être accélérateur de la crise par rapport à des projets que vous aviez. Donc voilà, Thomas Fatto, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'ampleur et périmètre de cette mobilisation? Merci beaucoup. Merci de votre invitation et très heureux de partager quelque part cette expérience de l'assurance maladie dans la crise et souligner en effet d'abord qu'on parle souvent du régime général, mais que nos collègues de la MSA, et on l'a vu sur beaucoup de sujets, on l'a vu sur typiquement par exemple le tracing sur lequel on a beaucoup collaboré avec la MSA, ils ont été vraiment en appui dans les périodes les plus difficiles, j'allais le dire, et ça a été extrêmement précieux, nos amis de la MGEN également, pour ne citer que. Parfois, quand j'évoque cette mobilisation, j'ai le sentiment que cette crise, elle a permis de révéler un certain nombre d'atouts, je crois, de l'assurance maladie, de l'institution assurance maladie, et peut-être partir de là pour évoquer cette mobilisation. Pourquoi je dis révélateur? Parce que je pense que beaucoup de nos assurés connaissent l'assurance maladie, connaissent ses remboursements, connaissent parfois son offre de services, mais peut-être ne devinaient pas totalement que nous pouvions être au rendez-vous d'un certain nombre de missions. On y reviendra, bien sûr le contact tracing, bien sûr le aller vers, et bien sûr toute une série de missions un peu spécifiques qu'on a pris en charge. Et je pense que ça a révélé aussi un certain nombre de nos forces. J'en évoque 3-4, qu'on a d'ailleurs avec d'autres réseaux de la sécurité sociale. Le maillage territorial. J'ai été frappé en arrivant à la Caisse nationale en août 2020 de voir un certain nombre de nos partenaires syndicaux des professionnels de santé qui n'ont pas toujours une vision très très positive ou favorable de l'assurance maladie, qui ont parfois un peu la dent dure, et nous dire: vous avez été au rendez-vous sur un certain nombre de dispositifs et vos représentants au niveau local ont été des partenaires extrêmement précieux de l'adaptation au niveau territorial, comment on fait un centre Covid de test, bien sûr, comment on fait un centre de vaccination, et toute une série de sujets sur lesquels le réseau de l'assurance maladie, ce maillage départemental et infradépartemental auquel on est très attaché, a été au rendez-vous. Derrière ça, derrière ce réseau, il y a cette capacité à dialoguer avec les assurés et les professionnels de santé. On y reviendra sur le numérique tout à l'heure, mais c'est vrai que l'assurance maladie a la chance d'entretenir différents modes de relation avec les assurés d'un côté, avec les professionnels de santé de l'autre, et cette capacité à diffuser une information générale, à diffuser une information ciblée, ça a été aussi extrêmement précieux dans la crise. Troisième élément, c'est vrai, je crois, une de nos spécificités, une de nos forces, c'est savoir ces compétences administratives et médicales. J'y reviendrai tout à l'heure, quand depuis le mois de juillet 2021, le service médical de l'assurance maladie appelle les personnes qui sont en situation de comorbidité et qui ne sont pas encore vaccinées. Ce n'est pas seulement un appel classique, entre guillemets, de on peut vous prendre un rendez-vous de vaccination, c'est aussi un discours médicalisé de grâce à nos données, j'y reviendrai aussi, eh bien, nous savons que vous avez telle affection de longue durée. Il y a vraiment un risque grave si vous ne vous faites pas vacciner sur le Covid. Et comment on enchaîne ça? Donc, cette double compétence administrative et médicale, elle a été, je crois, très, très utile. Et puis, dernier élément, et je vais essayer d'illustrer ça avec quelques exemples concrets, et ça, je pense que c'est vraiment une des forces de la sécurité sociale, c'est ce pilotage du réseau qui allie, pour ceux qui connaissent bien la sécurité sociale et qui nous écoutent et qui nous voient, je pense que ça leur parlera, qui allie, c'est vrai, un pilotage national fort, une impulsion de la Caisse nationale, un rapport étroit entre la Caisse nationale et le réseau,
mais aussi une capacité d'adaptation, une capacité de responsabilité des directeurs et des directrices. On n'est pas dans une entreprise unique à 65 000 personnes ou même à 80 000 avec nos amis des UGCAM. On est sur un réseau qu'on anime et avec une prise de responsabilité des directrices et des directeurs. Et je crois que, et je me suis d'ailleurs assez largement, je dirais, inscrit dans cette continuité-là en prenant mes responsabilités, de ce pilotage très rapproché, un webinaire toutes les semaines qu'on fait avec tout le réseau, les nouveaux outils qu'on a découverts nous ont permis ça aussi, 2 heures d'échange, c'est vrai, de descendre d'informations, mais aussi de remonter du terrain sur on comprend pas ça, ça marche pas, tel dispositif, etc. Mais aussi voilà, des caisses qui étaient en responsabilité d'être les partenaires, je pense que ça a été évoqué dans les tables rondes précédentes, des préfets, des ARS, des collectivités territoriales, on y reviendra, sur leur territoire. Donc cette espèce de spécificité, je pense, qui est assez unique dans le pilotage du réseau. On n'est pas les seuls à piloter des réseaux, mais on le fait d'une manière qui, je pense, était très adaptée par rapport à la crise. Alors, sans être trop long, peut-être je voulais, puisque tu m'y invitais, partager avec vous 2 thématiques qu'on abordera peut-être aussi dans la suite de la discussion, qui illustrent un peu ces atouts et cette forme de révélation. Le premier, c'est évidemment nos actions en termes de prévention. Parce que pour moi, ce qu'on a fait et ce qu'on continue à faire d'ailleurs sur le contact tracing, c'est-à-dire un accompagnement personnalisé qui permet de prévenir justement les chaînes de contamination et d'accompagner les personnes individuellement, c'est une des meilleures illustrations de ce que c'est une action de prévention individualisée et qui va, c'est même pas le dernier kilomètre, c'est les derniers 100 mètres ou c'est les derniers 10 mètres. C'est pareil sur le aller vers, sur la vaccination, on y reviendra. Et donc, je pense que cette responsabilité qui nous a été confiée, d'abord, je crois que les équipes de l'assurance maladie, et c'est d'abord elles qu'il faut mettre en avant, ont pris en main ces nouvelles missions. Certaines étaient, je dirais, assez largement dans notre ADN. Le aller vers sur la vaccination, c'est très largement appuyé sur cette culture des missions d'accompagnement santé, d'aller vers les personnes qui n'ont pas de médecin traitant, d'aller vers sur l'accès aux droits. Et donc, ça s'est inscrit dans cette démarche-là. Le tracing, c'était plus nouveau. Mais c'était aussi la démonstration, et c'est la démonstration de ce savoir-faire que j'évoquais, un réseau qui est capable de prendre en charge cette mission, des compétences médicales, des compétences administratives, l'interface avec les assurés et avec les professionnels de santé. Et donc voilà, mission prévention et qui s'est incarnée dans 2 actions emblématiques de l'assurance maladie dans la crise. C'est le premier point que je voulais peut-être mettre en avant. Le deuxième, un peu malheureusement peut-être un peu passage obligé, mais je crois tout de même que c'est majeur pour nous, et majeur peut-être d'ailleurs pour les services que nous rendons, c'est évidemment le numérique. Et le numérique avec beaucoup d'éléments différents derrière ça. D'abord, je pense que on voit bien que la crise a été pour les assurés et les professionnels de santé une découverte de ce que le numérique pouvait apporter. On pense bien sûr à la téléconsultation qui a explosé pendant la crise. On pense à l'utilisation d'Amélie qui a là aussi fait 25% d'augmentation du nombre de personnes qui ont un compte Amélie. On a passé les 40 millions de comptes Amélie dans le pays il y a une quinzaine de jours. Plus 25% en 2 ans, c'est substantiel. Ils ont découvert beaucoup le numérique, les QR codes avec la vaccination, les stations de vaccination, tous anti-Covid. Tout ça, ça a été des révélateurs de ce que l'assurance maladie avec ses partenaires pouvait faire. Derrière ça, il y a aussi, j'ai presque envie de dire le back-office, mais on a vu à quel point ce back-office pouvait être important de déploiement de téléservices nouveaux que l'assurance maladie a mis en place. On se souvient tous, 15 mars, confinement, et même un peu avant, premiers arrêts de travail des parents, d'enfants dans les écoles qui sont fermées, dans les tout premiers clusters. Comment on fait pour assurer ces arrêts de travail qui ne passent pas par le médecin? Comment on les déclare? Déclare Amélie se met en place en 15 jours, en mars. Et ça, c'est derrière des équipes de la filière digitale de la CNAM qui ont vraiment à la fois travaillé jour et nuit, mais surtout, je dirais, apprivoisé des nouveaux modes de fonctionnement qui nous ont permis de faire Déclare Amélie, de faire Contact Covid, qui est la base du tracing pour les équipes, de faire Vaccin Covid, qui est l'outil de suivi de la vaccination qui a été utilisé par des centaines de milliers de professionnels de santé depuis maintenant le début de l'année 2021. Donc, une mobilisation de nos outils téléservices massifs. Et puis, dernier élément que je voulais partager, c'est bien sûr le sujet des data derrière le numérique. Comment on utilise ces data.
On l'a vu dans la crise à quel point elles étaient majeures pour comprendre l'épidémie, pour partager de l'information. Je voulais au moins citer 3 initiatives qu'on a prises et qui me semblent intéressantes. Le premier, c'est de quelque part essayer de rentrer dans cette logique de pédagogie, d'open data et de data visualisation. On a tous été un peu mis sous pression, mais une pression positive par Covid Tracker pour dire, bah voilà, tous les jours sur Internet, les gens, ils regardent ça sur Twitter, ils regardent ça et ils ont de l'information. Comment nous, service public de l'assurance maladie, on peut non pas se mettre en compétition, mais essayer de donner le même niveau d'information de façon pédagogique, je sais pas, j'allais presque dire ludique, c'est peut-être un peu beaucoup, mais au moins pédagogique. Et ce qu'on a fait avec Data Vaccin Covid, le site d'utilisation de nos données du SNDS, du Système National des Données de Santé, et de Vaccin Covid, pour dire, bah voilà, qui est vacciné, où, par tranche d'âge, par pathologie, par intercommunalité. Pardon de le dire comme ça, mais à ce stade, dans tous les cas, l'assurance maladie est en position privilégiée pour le faire et je pense qu'on a fait œuvre utile là-dessus. Deuxième illustration de ça, c'est ce qu'on a fait avec nos collègues de l'ANSM dans le cadre de ce qu'on appelle le GIS et PIFAR, qui est la mise en commun des équipes de l'ANSM et de l'assurance maladie sur l'utilisation des données, principalement sur les produits de santé, en vie réelle et de faire parler les datas. Et tous les travaux qui ont été menés maintenant depuis plusieurs mois par le GIS et PIFAR, et pour ceux qui suivent ça, vous avez vu qu'y compris lundi dernier, les équipes de l'ANSM et de l'assurance maladie réunies dans ce groupement ont publié des données sur l'efficacité vaccinale, pardon de faire un peu de pub et de peut-être de exagérément se pousser du col, si vous me permettez l'expression, mais la plus grosse étude en vie réelle dans le monde sur l'efficacité vaccinale. 11 millions de personnes vaccinées, non vaccinées. Regardez ce qui se passe en termes de parcours de santé, d'hospitalisation. Et donc, c'est un boulot absolument formidable qu'ils ont fait, qui vient confirmer ce qu'on avait déjà vu, ce qu'on savait déjà. Mais ça montre la volonté d'ouverture des données et puis la volonté de les partager avec des experts et de les faire parler. C'est pas passé inaperçu, ça a été très repris, très commenté. Hein. Exactement, très belle publicité, très belle contribution scientifique. Et dernier élément qui est aussi dans ce registre-là, de l'utilisation des données, le partenariat qu'on a noué aussi avec les équipes de Pasteur, avec les équipes d'Arnaud Fontanet, dans ce qu'on appelle l'étude Comcore, comment on utilise les données du tracing pour comprendre ce qui se passait, ce qui se passe en termes d'épidémie. Et ça voilà, la richesse des données au moment du tracing, l'interrogation qui a été permise par ce partenariat avec Pasteur des personnes positives et des personnes contacts sur où ils pensent qu'ils ont été contaminés, quel est leur comportement par rapport à l'isolement. Tout ça, ça a donné lieu à pas mal de publications déjà. Je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres, là aussi au niveau international. Et donc, essayer de mêler là aussi l'action avec l'ouverture des données, la compréhension de l'épidémie. Donc voilà un peu peut-être, on aurait envie de citer beaucoup de choses, hein, le dispositif d'accompagnement des professionnels de santé sur la perte d'activité, les mesures dérogatoires sur les arrêts de travail, les mesures dérogatoires sur l'accompagnement des professionnels quand ils sont allés dans les EHPAD. Beaucoup de choses sur lesquelles à chaque fois les équipes de l'assurance maladie ont essayé avec le ministère des Solidarités et de la Santé, avec les ARS, d'être au rendez-vous et d'être mobilisés sur la crise. Alors, on a vu tout à l'heure, merci beaucoup Thomas, avec la directrice de la CEPAM de Seine-Saint-Denis, que ces nouvelles actions, effectivement, ont été déployées avec une réactivité très forte, une agilité qui a beaucoup, d'une certaine façon, marqué les acteurs qui ont trouvé des modes de communication, de fonctionnement, de prise de décision dans cette adaptation locale que tu évoquais, entre le pilotage par le réseau national et la capacité aussi d'initiative et d'adaptation du côté des collaborateurs et collaboratrices de l'assurance maladie, à la fois du côté des techniciens qui gèrent plutôt la partie de prestation, du côté des praticiens conseils et du contrôle médical. Ça a été vécu d'abord comme un choc, ensuite comme un sentiment d'utilité très fort dans la crise, et maintenant de fierté ou un peu de fatigue aussi. Comment globalement les 80 000 personnes qui composent ce grand réseau, d'une certaine façon, ont vécu ces différentes phases? Alors, je pense que beaucoup de sentiments que tu évoques, choc, fierté, lassitude, engagement, tout ça a sans doute été mêlé et ressenti plus ou moins fortement à différents moments de la crise qu'on a tous vécu avec sans doute des intensités et des ressentis semblables ou différents et sans avoir été
en responsabilité à la CNAM au moment du premier confinement, tout le monde m'a décrit ce que d'autres organisations ont vécu, c'est-à-dire du jour au lendemain, ce choc aussi d'agents des caisses dans les secteurs de la production qui sont partis avec leur ordinateur fixe sous le bras. Je ne sais pas si Aurélie Combas en Seine-Saint-Denis vous l'a évoqué, mais c'était ça aussi. C'est ça aussi la gestion de la crise, et tout simplement comment on reconstitue des équipes, comment on reconstruit des plateformes téléphoniques avec des gens 100% en télétravail dans le premier confinement et la suite. Et donc, c'est vrai, un choc et une volonté de reconstruire ou de maintenir une continuité de service public dans la crise. Et de ce point de vue-là, on a essayé de partager à différentes reprises que ce qu'on essayait de faire, c'était de tenir trois choses ensemble. Je ne sais pas si c'est les trois pieds du tabouret, mais en tout cas trois éléments de notre activité qui, si on en lâchait une, allaient nous faire, entre guillemets, tomber ou nous faire trébucher. La première, c'est la gestion de la crise, je l'ai évoqué au début, la mobilisation sur ce qu'on nous demandait de faire en termes de tracing, en termes ensuite de vaccination, en termes de mesures dérogatoires. Le deuxième élément, c'est le service public de l'assurance maladie au quotidien. Parce que pendant qu'il y a la crise, comme tu l'évoquais, eh bien, il y a des arrêts de travail à liquider, et d'ailleurs encore plus en volume qu'avant. Il y a des frais de santé, bien sûr, à rembourser. Il y a des questions qui se posent par téléphone ou par mail. Il y a des accueils à rouvrir ensuite après le premier confinement. Et donc, comment on assure la continuité du service public de l'assurance maladie sans faire que de la gestion de crise, et en partageant avec les collaborateurs que oui, il y a des traceurs, que oui, il y a des volontaires qui sont allés faire du tracing, mais qu'heureusement qu'il y a des volontaires qui ont continué à liquider des prestations de la complémentaire santé solidaire et à répondre au téléphone et à reconstruire d'ailleurs une offre de réponse au téléphonique, encore une fois, à 100% en télétravail. Et le troisième élément, et encore une fois, en gardant aussi, parce que je ne veux pas donner le sentiment que tout est facile et que tout est rose et que entre guillemets, on est les meilleurs, c'est essayer aussi de ne pas abandonner des chantiers de transformation qu'on avait engagés ou qu'on voulait réengager. Chantier de transformation sur le numérique, je l'ai évoqué, il y a du numérique entre guillemets de crise, et puis on a des super projets sur le numérique en santé, l'espace numérique de santé qui va s'ouvrir début 2022. Donc comment on continue ces chantiers-là? On a aussi fait l'analyse assez rapidement que nos opérations de gestion du risque, de maladie, de maîtrise médicalisée, elles étaient mises en pause par la crise. Parce que à la fois les professionnels de santé en ville et à l'hôpital, ils étaient mobilisés sur la crise et sur autre chose, que nos équipes propres, elles faisaient autre chose aussi, et principalement du tracing au moins au début. Et donc, on s'est assez rapidement dit comment on utilise cette période-là pour, c'est dit un peu de façon peut-être pompeuse, mais penser le coup d'après de la gestion du risque maladie, qui ne sera pas exactement la même qu'avant. Je pense que vous avez évoqué dans des précédentes tables rondes les enjeux financiers. Mais voilà, comment on utilise, entre guillemets, ce temps de mise en pause de nos opérations de gestion de crise pour pouvoir penser au coup d'après. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu ces trois éléments qu'on a essayé de concilier. On a interrogé les agents dans le cadre du baromètre régulier qu'on fait du vécu des collaborateurs de l'assurance maladie. Et honnêtement, on a été plutôt très favorablement surpris. Je ne sais pas si on a été surpris, mais en tout cas satisfait de voir à quel point, d'abord, ils ont été fiers de cette mobilisation, et ils le sont toujours. À quel point il y a de la fatigue, mais il y a aussi de l'intérêt qu'ils ont eu pour beaucoup à soit tenir leur métier dans une période difficile, soit à aller découvrir de nouveaux métiers. C'est vrai que ça n'a pas été facile du jour au lendemain, d'agents d'accueil physique qui ont dû prendre en charge de l'accueil téléphonique, donner un coup de main au tracing ou faire de la réponse mail. On sait que c'est pas si facile que ça de changer de métier et que voilà, mais dans 75% des cas, les gens nous ont dit quand ils ont changé de métier, ils ont trouvé cette expérience extrêmement enrichissante et extrêmement positive. Donc c'est avant. Et honnêtement, on a cherché évidemment les points d'insatisfaction. Il y en a sur ce côté peut-être risque de perte de repères, de ce côté, mais finalement quand ça va revenir à la normale, quel va être le rôle que je vais reprendre dans l'organisation. Donc c'est des points de sensibilité. La peur de l'atterrissage, de retour à la normale. De retour à le dégrisement, quoi, comment on revient au business as usual, comme on dit au bon français. Donc c'est des points de vigilance forts, mais
c'est vrai dans le vécu, tel que tu l'as interrogé un petit peu, des agents, c'est avant tout, il y avait déjà cette fierté de travailler pour la sécurité sociale et l'assurance maladie. Elle a été renforcée, et y compris dans les expériences personnelles que les gens ont eues pendant cette période, quand bien même ils n'étaient pas forcément mis en avant par des activités qui étaient plus mis encore une fois au devant sur la vaccination et sur le tracing, ils ont eu le sentiment d'être un acteur. Et puis en plus d'une assurance maladie dont on a vu qu'elle jouait son rôle d'amortisseur social, de financement des soins, des tests, des vaccins, et que c'était quand même pas négligeable dans la période actuelle. Et du côté des partenaires ou des interlocuteurs de l'assurance maladie, tu as évoqué effectivement les nouveaux modes d'approche effectivement vis-à-vis de certains assurés, certains patients, et le fait que vous avez été très proactif et que d'une certaine façon, vous avez fait beaucoup d'appels sortants pour aller contacter différents publics. Du côté des professionnels, effectivement, parfois, les relations avec l'assurance maladie peuvent être un petit peu difficiles par moment. Est-ce que Madame Lacaisse, d'une certaine façon, a évolué dans son image du côté des professionnels de santé, du côté des communautés de professionnels qui se créent, qui commencent à mailler le territoire? Est-ce que ça a changé quelque chose de sentir une assurance maladie aussi en appui, en soutien? Alors, je crois que, je le disais un peu tout à l'heure, plutôt oui, et encore une fois, en essayant de pas tomber de notre côté dans l'autosatisfaction ou dans se donner un satisfecit trop unilatéral. Je pense que ces professionnels ont vu en effet une assurance maladie réactive, assumer des simplifications aussi de nos relations, où parfois on est vu comme un peu tatillon sur des choses toutes simples comme la gestion des flux papier, des flux de santé dégradés, etc. Toute une série de simplifications qu'on a assumées. Et c'est vrai que les professionnels se sont dit, ah bah tiens, l'assurance maladie est capable aussi de changer de logiciel ou changer de mode d'emploi quand il faut, et ils ne continuent pas sur le même registre quand on est en crise. Donc c'est tout simple, mais ça, je pense qu'ils ont perçu une assurance maladie qui était capable de modifier les curseurs. Au passage, j'ouvre la parenthèse, c'est quand on remet par contre des contrôles, des modes d'emploi plus classiques, c'est là où ça frotte, mais c'est normal. Deuxième élément, je pense que, je livre simplement une anecdote, j'étais à Metz vendredi dernier pour une inauguration d'un magnifique bâtiment transformé des accueils de la caisse primaire en Moselle. Et le secrétaire général de la préfecture, dans son discours, disait à quel point il avait découvert ce que pouvait faire l'assurance maladie. C'est vrai qu'honnêtement, pour les services de l'État, ils ne savent pas forcément comment ça marche, ils ne savent pas forcément ce qu'on peut faire. Et quand ils ont vu la capacité de la caisse à prendre la vaccination à bras-le-corps sur des opérations d'aller vers, à aller monter des rendez-vous dans les restos du cœur du département pour proposer des rendez-vous aux des gens qui passaient au resto du cœur récupéraient des denrées alimentaires. Je pense qu'un certain nombre de nos partenaires, services de l'État et aussi peut-être aussi collectivités territoriales, se sont dit bah tiens, on connaît Madame Lacaisse, ou en tout cas on sait ce que vous faites en termes de remboursement, mais on ne sait pas forcément vous situer, on ne savait pas. On sait trop rarement vous situer comme un acteur territorial de politique de santé. Et ça, je pense qu'un certain nombre de directrices et de directeurs me l'ont aussi dit, à quel point ils ont pu montrer leur savoir-faire, encore une fois aussi en l'accès aux données, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans les données du territoire. Ça a été pour l'ARS, mais aussi pour les préfets et les collectivités territoriales, un apport très important. Donc, je pense que oui, nos partenaires ont vu cette mobilisation. Rien n'est jamais gagné et rien n'est jamais assuré. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'inscrire dans la durée. Et c'est quelque chose sur lequel on va essayer de travailler dans les mois qui viennent et dans les perspectives de la future COG. Mais on voit bien que cette capacité à faire au niveau territorial, elle est davantage reconnue aujourd'hui, et on va essayer de capitaliser là-dessus. Alors, tu évoquais tout à l'heure le fait que pour que le tabouret soit stable, il fallait bien que ces trois pieds soient solides. Sur les dossiers structurants, sur les dossiers structurels, il y a plusieurs chantiers qui étaient engagés et qui étaient en cours. La rénovation, effectivement, des missions
d'accès aux soins pour mettre en œuvre effectivement la nouvelle complémentaire santé solidaire, faire en sorte effectivement de pouvoir lutter contre les inégalités sociales de santé par les défauts d'assurance ou d'accès aux soins. Il y avait aussi des chantiers de rénovation de la gestion du risque. Il y avait aussi des aspects qui concernaient les UGCAM et la structuration du réseau UGCAM. Donc, est-ce que globalement, ça a été mis dans un Tupperware au frigo? Apparemment, sur les missions d'accès aux soins, il y a eu un coup de booster de Covid. Sur la gestion du risque, peut-être que là, vous avez, à un moment, on dit que ça n'est pas le moment de mettre en place de nouveaux programmes. Voilà, est-ce que sur ces différents chantiers, vous avez maintenant une sorte de tempo de reprise, je dirais, du fil de votre plan de travail, je dirais, toute crise égale par ailleurs? Alors, je pense que tu résumes bien la situation. On a engagé le travail de refonte de nos opérations de rénovation de la gestion du risque pour se dire, la crise terminée, on en aura tiré les enseignements et on sera plus agile, pardon, si le terme est un peu galvaudé, mais plus réactif. On aura tiré les enseignements de la crise et on aura renouvelé nos leviers d'action, nos modes d'action. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train d'essayer de faire. On voit bien qu'on est dans une phase un peu transitoire où d'ailleurs, quand on commence à relancer un certain nombre de programmes d'action, les organismes nous disent c'est super, on refait la gestion du risque parce qu'elles pouvaient se dire finalement est-ce qu'on va reprendre à un moment ou à un autre. Mais en même temps, la crise n'est pas finie, donc ne chargez pas trop la barque. Donc on est dans cette période-là. On veut vraiment capitaliser avec les professionnels sur de nouveaux modes de relation et aussi vraiment essayer de capitaliser sur la dynamique de l'exercice coordonné. Pour prendre ce sujet-là parmi d'autres, hein, on voit bien quand même que là où il y avait des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé, ou là où il y avait des embryons de CPTS, l'organisation des soins, l'organisation de la gestion de la crise, la réponse de la médecine de ville, elle a été plus efficace. Donc, comment on capitalise? On en a eu des exemples qui nous ont été donnés j'imagine que, lors de la table ronde. Et c'est ce qu'on martèle avec nos partenaires, de dire, mais vous voyez bien que si vous voulez, vous, libéraux, être écoutés, être audibles, être acteurs de tout ça, il faut mettre le booster sur ces CPTS, donc premier sujet. Et c'est vrai aussi au niveau plus micro, mais je pense que tu le vois bien, que le médecin isolé, l'infirmier isolé, pour être partie prenante de tests, pour être partie prenante de vaccination et donc plus largement être partie prenante de programmes de prévention ou de prise en charge, c'est beaucoup plus difficile. Donc là où Ma Santé 2022 donnait bien la cible qui est l'exception, c'est l'exercice isolé, l'exercice coordonné va s'imposer, doit s'imposer. Voilà, ça doit être pour nous, c'est pour nous vraiment le fil rouge des prochains mois, et d'où les 3 négociations qu'on a en cours, CPTS, maison de santé, centre de santé, et qu'on veut boucler à la fin de l'année. Deuxième fil rouge, mais je ne les ai pas listés de façon honnêtement exhaustive et pour essayer de répondre à l'interrogation que tu portes, je reviens quand même sur la prévention. Pourquoi? Non pas pour essayer d'être toujours sur les mêmes registres, mais on a vraiment la conviction, avec les équipes, que cette crise a montré à quel point l'assurance maladie pouvait porter des programmes de prévention et pouvait les porter d'une manière complètement intégrée. Pas toute seule avec nos partenaires du ministère, avec Santé publique France, pas toute seule, surtout pas au niveau territorial non plus, avec les ARS, avec d'autres partenaires, les collectivités territoriales, mais qu'on avait la capacité de décliner de la campagne nationale ou aller de proximité, vers l'assuré ou vers le professionnel de santé. On le faisait déjà un peu, mais la crise avait montré à quel point ce modèle était intéressant et était puissant. Donc on voudrait, entre guillemets, essayer de capitaliser, je l'ai déjà évoqué, mais d'essayer de voir dans quelles sont les priorités sur lesquelles on pourrait dupliquer encore plus fortement cette démarche, qui a un côté, c'est vrai, un peu national, un peu systématique, que l'assurance maladie connaît bien, et je pense qu'il faut l'assumer, parce que la réalité, c'est que même si j'y reviendrai, on a des spécificités territoriales, on a aussi en réalité... Il y a des programmes, il existe des programmes. Voilà. Et on peut aller plus loin dans l'intégration de ces programmes-là, et le côté, on fait toute la chaîne, et on va jusqu'au bout, et on va jusqu'au bout vis-à-vis du professionnel, on va jusqu'au bout vis-à-vis de l'assuré, et ça, on pense que c'est majeur. Et deuxième illustration de ça, avec la crise, mais pas qu'avec la crise d'ailleurs, on a aussi resserré les liens avec l'éducation nationale.
parce que les tests, parce que les vaccins, et je ne sais pas si Aurélie Combas l'évoquait sur la Seine-Saint-Denis, mais aller mettre des bus pour vacciner les lycéens en Seine-Saint-Denis, ça crée des liens, parce que là aussi, le rectorat, on ne les voyait pas forcément tous les jours, il y avait des choses, etc. Comment nous, assurance maladie, parce qu'on est en interface avec les libéraux, et donc on pense qu'on peut les mobiliser là-dessus, on peut, quelque part, vraiment mettre un coup de booster sur l'éducation à la santé dans notre pays, dans les écoles, amener des professionnels de santé libéraux pour parler du sport, évidemment de la prévention, de la lutte contre la drogue, du bien-être, du médicament, de ça. On peut faire venir un kiné, on peut faire venir un pharmacien, on peut faire venir un généraliste. Il y a plein de choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui avec des orthophonistes, avec des masseurs kinés. On voudrait, par exemple, et ça nous semble être vraiment on a en tête cette vision, c'est vrai, elle est un peu globalisante de la gestion du risque maladie, de la prévention jusqu'au contrôle, en passant par les comportements et les parcours de soins. Être un acteur à l'école de l'éducation en santé, on pense vraiment qu'il y a un énorme espace, non pas un espace à occuper pour l'occuper, mais un espace sur lequel on peut agir. Et on voit bien que, on l'évoquait un peu ensemble avant de commencer, que la culture de santé publique de notre pays, elle est quand même fragile. Comme dans beaucoup de choses, tout commence à l'école. Et que voilà, donc je partage vraiment deux ambitions, mais qui couvrent pas tout ce qu'on veut faire. Mais si on arrive à faire ça, on aura, je crois, commencé à engager des choses un peu structurelles sur ces sujets. Tu rejoins vraiment cela, William Dab et Franck Chauvin, qui ont vraiment évoqué ce côté ou cet aspect de donner une forme de culture de base de santé publique à l'ensemble de la population, et ensuite sur des publics ciblés, effectivement, avoir des actions particulières, mais en tout cas d'élever vraiment le niveau global de l'intervention sur des messages de santé publique. Mais du coup, est-ce que ça dessine un nouveau visage de l'assurance maladie et de l'intervention de la CNAM et de ces différents réseaux? Est-ce que vous allez devenir une forme d'acteur ou d'agence qui fait aussi beaucoup de prévention et dont le rôle de la santé publique, alors il y a eu le financement de beaucoup de dispositifs effectivement de prévention et de protection par l'assurance maladie, mais est-ce que vous allez plus d'une certaine façon maintenant être identifié comme une sorte d'intervenant très, très largement positionné sur ces sujets de prévention et de santé publique? Alors, à la fois... Je dis Thomas, pardon, avant de te lancer, il y a une question dans le chat, par exemple, sur la santé mentale, dont on a vu que ça pouvait être un des impacts ou une des conséquences les plus durables du Covid, que d'avoir des personnes très durablement, je dirais, atteintes dans leur santé mentale par différents types de troubles. Et les études, notamment celle de l'adresse, montrent effectivement qu'il y a une progression des états d'anxiété, dépressifs, etc. Voilà, il y a des instruments nouveaux et des professionnels nouveaux qui vont intervenir. Est-ce que là aussi, sur ces sujets, vous allez y aller? Alors, peut-être juste partager entre guillemets deux écueils. Hein. D'une part, on ne part pas d'une page blanche. Je pense qu'il faut insister là-dessus. Il y a ce savoir-faire, ces programmes d'action que tu évoquais, MT-DAN, la prévention de l'obésité, toute une série de choses sur lesquelles il y a historiquement voilà, on réinvente pas tout et on s'appuie sur ce qu'on sait faire, mais on pense qu'on peut le faire de façon plus systématique, parfois différemment et avec encore plus d'impact. Deuxième élément, nous ne nous voyons pas non plus beaux que nous sommes. Essayons de mesurer nos ambitions par rapport à notre capacité à faire, parce que, je le dis aussi parce que c'est vrai que un des éléments sur la santé publique et la prévention, hein, mais c'est d'essayer d'arriver à prioriser les choses. Je crois que la Cour des comptes va bientôt sortir un rapport sur la prévention. On voit bien que déjà, tabac, alcool, obésité, je rajoute vaccination, dépistage, 5 sujets sur lesquels la France, en réalité, est en retard. Donc déjà, peut-être, disons-nous, concentrons-nous sur ces sujets-là et voyons si on est capable de déployer un peu ces logiques de programme intégré que j'évoquais. Mais tout de suite, tu as raison de le dire, c'est aussi des champs sur lesquels, à la fois, on pouvait être peut-être d'ailleurs un peu frileux,
pour des raisons qui pouvaient se comprendre, de se dire est-ce qu'on veut étendre le champ du remboursement à nos amis psychologues en se disant ah oui mais bon tout ça va nous emmener où, même si l'assurance maladie là aussi, c'est pour ça que je disais qu'on partait pas de rien et qu'on n'a pas la prétention de tout réinventer, des expérimentations qui a été construites dans 4 départements sur le lien médecin généraliste psychologue et sur lequel on a pu montrer que c'était intéressant et sur lequel les annonces récentes du président de la République sur la santé mentale s'appuient. Donc quelque part, oui, on a envie d'être peut-être davantage identifié comme un des acteurs de référence. Je ne sais pas si c'est le bon terme pour être opérateur de prévention, mais aussi parce qu'on pense que c'est pas une mission, je dirais, qui nous est extérieure, qui s'inscrit vraiment pleinement dans les missions actuelles, je pense, de l'assurance maladie. Et donc, on est assez à l'aise pour renforcer cette dimension-là de notre activité. J'ai aussi là une question sur, d'une certaine façon, ce fonctionnement avec les plateformes que vous avez mises en place. Est-ce que d'une certaine façon, il y aurait aussi une réplicabilité d'une certaine façon, d'avoir des plateformes d'action, d'aller vers qui font plus de sortants que d'appels entrants? On pose aussi la question des personnes qui ont été parfois embauchées en CDD dans le cadre des conventions UCANS avec la barrière de 6 mois. Il y a quelqu'un dans une CEPAM qui m'a dit on a repéré plein de profils intéressants et on a embauché derrière en CDI des personnes qui se sont vraiment révélées effectivement sur la plateforme téléphonique. Et derrière, on va les faire passer niveau 3, les former à l'accueil, aux prestations, etc. En effet, vu la mobilisation de l'assurance maladie, j'ai eu le privilège d'accueillir à la fois d'ailleurs à plusieurs reprises le ministre de la Santé et puis le Premier ministre et le Président de la République sur des plateformes de tracing. Et à chaque fois, honnêtement, ils ne l'ont pas fait pour nous faire plaisir. Ils sont ressortis en disant, voilà, quelle énergie des équipes de tracing, des jeunes qu'on a pris, qui avaient, pardon de l'expression, la patate, et beaucoup de managers en nous disant, voilà, il y a un certain nombre, on s'est dit, tiens, ceux-là, si on peut les garder, voilà, et honnêtement, on a aussi la chance d'être une grande institution, d'avoir aussi du turnover, d'être capacité de recruter beaucoup de jeunes. On est partie prenante de l'opération Un jeune, une solution, donc on va le faire. Et pour répondre plus précisément à ta question, et clairement, c'est exactement une des questions qu'on se pose. Est-ce que garder une capacité d'appel sortant ciblée pour être ce dernier 100 mètres ou ce dernier kilomètre des opérations de prévention, est-ce que c'est pas extrêmement intéressant et plus puissant, voire complémentaire de campagnes nationales, de courriers, de SMS, de choses qu'on fait? Et pour rebondir sur ce que tu évoques, j'évoquais la semaine dernière avec une directrice de caisse, une expérience qu'ils ont fait, c'est vrai, en utilisant un peu de ressources du tracing, mais ils ont raison de le faire, de dire on va regarder des femmes qui n'avaient pas été dépistées sur le cancer, sur le dépistage du cancer, et d'aller voilà, faire ce travail d'utilisation de la data et d'aller faire ces appels. Et ils disaient qu'ils avaient un taux de conversion en rendez-vous excellent. Et donc typiquement, on aura sûrement avec nos tutelles bien-aimées et bienveillantes une discussion sur la future COG et sur nos moyens, mais on voit ce genre de choses, de se dire est-ce qu'on n'a pas intérêt à garder une capacité à faire, une capacité à appeler, parce que tout simplement on voit bien que ce contact individuel, il est très fort, je l'évoquais au début sur la vaccination, voilà, on va essayer de l'étayer, de montrer que ça peut marcher sur d'autres thématiques. Et typiquement, on est en retard dans ce pays sur le dépistage, c'est une réalité, un certain nombre de cancers, et sûrement il faut qu'on arrive à déployer de nouveaux outils comme ceux-là, donc on va essayer de montrer que ça peut marcher. Sur les outils numériques, j'en profite, tu es là. Beaucoup de questions sont posées sur le fait que l'utilisation des comptes ou l'ouverture des comptes a été très fortement accélérée par la crise à un moment où les accueils étaient fermés, où les appels téléphoniques étaient peut-être plus difficiles à prendre du côté des CEPAM parce que très focalisés sur la gestion de la crise sanitaire. Est-ce que globalement, voilà, il y a des opportunités pour à la fois simplifier encore d'une certaine façon le parcours et l'accès aux prestations? On me pose la question, par exemple, du dispositif de ressources mensuelles, DRM. Est-ce que globalement, on ne pourrait pas automatiser plus encore sur les indemnités journalières, la saisie ou l'acquisition des éléments salariaux permettant de liquider une IJ en moins de 28 jours, quoi. Objectif fixé par la convention d'objectifs et de gestion. Voilà, et d'une certaine façon, voilà, est-ce que aussi du côté des accueils des CEPAM, l'accueil de flux, voilà, est-ce qu'on souhaite vraiment le reprendre
comme avant, on souhaite privilégier le rendez-vous. Il y avait une politique effectivement de rendez-vous qui apparemment donnait pas mal satisfaction à la fois aux agents bien sûr. et aux assurés. J'ai quelqu'un voilà, en face à face ou en visio ou au téléphone quand vraiment on était en confinement strict. Est-ce que d'une certaine façon, on n'a pas une sorte de conversion où beaucoup de gens vont faire des choses plus simplement, plus automatiquement à partir de leur compte, et ensuite il y aura des rendez-vous pour les personnes qui ont vraiment besoin de ce face-à-face, ces explications? Il y a plein de choses derrière ce que tu évoques. Sans doute que la crise a accéléré en partie un certain nombre d'évolutions qu'on voyait, moins d'accueil physique, moins de fréquentation de nos points d'accueil, mais plus de téléphones et plus de mails. Et c'est vrai que la crise a massivement accéléré ce mouvement-là, et avec aujourd'hui des accueils qui ne retrouvent pas leur fréquentation d'avant-crise. Plein de raisons sur lesquelles il faut rester modeste sur l'appréhension, parce que c'est encore assez récent qu'on n'est pas totalement sorti de la crise, mais sans doute qu'un certain nombre d'entre eux ont découvert le numérique, le compte Amélie, que pour avoir une attestation de droit, il n'y avait pas besoin d'aller à l'accueil d'une caisse, mais qu'on pouvait l'avoir sur son compte Amélie. Volet plus difficile de ça, c'est on peut nous appeler, et donc une augmentation massive de nos appels qui reste un challenge. Donc un vrai challenge sur comment on construit la relation client d'après, entre guillemets, en tout cas au vu des enseignements de la crise. Par rapport à ça, 2 ou 3 éléments. Un, on veut rester un service public ouvert et facilement accessible, et par ces différents canaux. Donc de l'accueil physique, du téléphone, du mail et du compte. Même si j'y reviendrai, on promeut beaucoup le compte, on promeut beaucoup le numérique, on doit rester un service public ouvert parce qu'il y a de la fracture numérique, elle existe, parce qu'on a des assurés qui sont en difficulté avec le numérique, on veut les accompagner, on est partie prenante de tous les ateliers sur l'appréhension du numérique, mais c'est une réalité et il ne faut pas la surestimer, donc il ne faut pas nous brider entre guillemets sur nos projets numériques, mais on veut rester ce service public ouvert, facilement accessible. C'est encore mieux quand c'est sur rendez-vous. Et comme tu l'as dit, la moitié des caisses aujourd'hui préparent le rendez-vous par un appel téléphonique. Dans la moitié des cas, ce simple appel téléphonique fait tomber le rendez-vous, comme on le voit du côté de nos amis des CAF aussi. Donc c'est hyper positif et les gens sont hyper contents quand on fait ça. Mais en même temps, il y a des situations d'urgence, il y a des gens qui se repèrent pas bien et donc on doit pouvoir les traiter. Ensuite, c'est vrai qu'on veut promouvoir les usages numériques parce que c'est ce que les gens demandent et parce que c'est ce qui permet d'avoir, c'est vrai, une réponse la plus rapide. On a, je dirais, vraiment un oreiller très gros et une valise qu'on a envie de faire grossir, mais pour faire rentrer l'oreiller de nos projets dans la valise de nos capacités à faire, et y compris avec un investissement des équipes SI que j'évoquais pendant la crise, qui est massif, qui est un vrai challenge de capacité à essayer de proposer plus de services sur le compte Amélie, de proposer plus de services d'automatisation en back-office. On a des gros projets de refonte de notre côté qui ont, c'est vrai aussi, été impactés par la crise. Il n'y a pas de miracle quand on confine pendant plusieurs mois et quand on met des projets prioritaires, ça fait des délais sur d'autres projets. Mais on veut continuer à investir sur toute une série d'usages et essayer de... La vraie difficulté, c'est d'orienter les canaux. On voit bien qu'on en propose des nouveaux, mais c'est pas parce qu'on en propose des nouveaux que les anciens diminuent vraiment. Enfin, en tout cas, ça, pour le moment, ça se superpose beaucoup. Donc, comment petit à petit on essaye de répondre à ça? Je prends un seul exemple. Depuis maintenant 3 semaines, un mois, on a la capacité technique de gérer nos plateformes téléphoniques en différenciant les motifs d'appel et la rapidité de notre réponse. Si je vous donne un scoop, si vous appelez pour avoir une attestation de droit au 3646, vous allez sans doute avoir un temps d'attente beaucoup plus élevé que si vous avez un problème pour un arrêt de travail. Et ça, la technologie maintenant nous permet de différencier ces comptes-là. Donc, on veut essayer, donc non pas de dire n'allez plus dans les accueils, on ne va plus vous donner une attestation de droit parce que c'est que du numérique, parce que ça ne marchera pas. Enfin, en tout cas, on pense que ça ne marchera pas. On veut essayer d'inciter, de montrer qu'il y a d'autres façons de faire, d'avoir le message vocal qui vous dit si vous appelez pour une attestation de droit, sachez que sur le compte Amélie, c'est disponible. C'est tout bête, mais c'est un ensemble de choses qui font qu'on pourra répondre aux aspirations des assurés. Je prends un autre exemple. Bien connu
bien connu, je pense, de beaucoup de monde. On a beaucoup progressé sur la feuille de soins électronique, bien sûr, mais on a encore un peu de papier. On a encore des professionnels de santé qui sont un tout petit peu réticents, peut-être, Oui, des mauvaises habitudes. Carte Voilà, perdue aussi, hein. et plein de sujets du côté des assurés. On aimerait bien pouvoir proposer aux assurés un service qui fait qu'ils peuvent nous envoyer leur feuille de soins papier sur Amélie, la déposer sur leur compte Amélie et qu'on la traite derrière. Donc ça, on est en train d'expérimenter dans Dickès. Ça pose plein de questions de gestion de production, bien connues là aussi des équipes. Mais c'est un service qu'on peut rendre et qui rencontrera sûrement un appétit de nos assurés. Donc voilà, donc on a beaucoup de projets. Le sujet, c'est d'être en capacité de les déployer, mais pour continuer à enrichir notre offre d'accueil, mais encore une fois dans une logique d'ouverture physique, téléphone, mail, et d'être complémentaire. Offrir plusieurs voies et permettre effectivement à l'assuré de trouver le meilleur chemin pour obtenir effectivement sa réponse. Thomas, il y a des questions qui sont liées à l'évolution de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui a été, je dirais, à la fois grossi par les dépenses liées à la crise du Covid-19, mais aussi par des décisions de revalorisation, notamment pour les professionnels de santé, des établissements de santé et de certains secteurs du médico-social. Donc, quand on est du côté de l'assurance maladie, ces négociations avec les professionnels de santé des établissements, elles sont plutôt pilotées par l'État. Donc, à ce moment-là, on regarde passer les trains et on se dit, zut, il y a un moment où ça va me revenir quand les professionnels libéraux demanderont d'avoir l'équivalent. Donc, il y a parfois des comparaisons qui sont faites, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Et donc, voilà, est-ce que les enchères, ou est-ce qu'il y a un risque de jeu d'enchères On l'a un peu vu hein, avec les discussions autour du Ségur et c'est vrai, la prévention par les professionnels de santé libéraux, parfois avec un peu comment dirais-je, du sens de la globalisation, où on mélange un peu tout. Si on met ensemble les revalorisations des médecins hospitaliers avec ceux des paramédicaux, avec ceux des investissements hospitaliers, on fait des milliards de milliards. Oui. Mais après, il faut essayer de séparer les sujets et de comparer ce qui est comparable. Donc, on essaie de faire ce travail de pédagogie. C'est vrai qu'on a vécu une période extraordinaire au premier sens du terme où les compteurs ou nos thermomètres de millions d'euros ont été un peu déréglés. Je crois aussi qu'il faut l'assumer entre guillemets et le vivre avec beaucoup de sérénité parce que le quoi qu'il en coûte, parce que les amortisseurs ils devaient fonctionner et que heureusement qu'ils étaient là. On va ressortir avec, on parlait des nouvelles missions, des nouveaux visages de l'assurance maladie. C'est vrai qu'on va aussi ressortir de cette crise avec évidemment une contrainte financière ou un cadre financier très dégradé qui ne va pas se résoudre non plus du jour au lendemain, qui ne va pas se résoudre non plus, je ne crois pas, par un plan brutal d'économie d'un gouvernement dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Enfin, les échéances politiques auront lieu et c'est à ce moment-là que les choses se décideront, mais sans doute que la santé, que les dépenses de santé resteront au moins dans les prochains mois un sujet sur lequel les économies sont un élément un peu compliqué à aborder, d'où l'intérêt et d'où la nécessité de prendre l'angle de la gestion du risque de l'assurance maladie, de la pertinence des soins, du parcours de soins, qui n'est pas l'angle le plus facile, qui n'est pas l'angle qui nourrit peut-être des économies les plus immédiates, mais qui est l'angle sur lequel d'abord on peut réasseoir une intervention de l'assurance maladie, et puis on sait aussi que quand bien même, c'est un peu le paradoxe de l'assurance maladie, quand bien même on a envie d'avoir, et c'est légitime, des professionnels de santé mieux rémunérés en ville et à l'hôpital, une industrie de santé performante, une prise en charge de nos aînés plus performante aussi. On sait aussi, donc beaucoup de sujets qui justifient l'investissement financier. On sait qu'on a aussi dans notre système beaucoup d'inefficience, comme le disent les experts, et beaucoup de sujets sur lesquels on sait qu'on peut agir pour transformer le système et le rendre justement plus moins consommateur de ressources. Mais c'est pas forcément glamour et c'est pas forcément à effet systématiquement immédiat, mais c'est vraiment des sujets sur lesquels on pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Oui. Et alors, voilà, je te laisse prendre un verre d'eau et juste peut-être en dernier point, par rapport à tout
construction effectivement d'une ligne de premier recours mieux organisée et le fait d'avoir pour interlocuteurs aussi des communautés de professionnels qui sont maintenant reconnus, y compris dans certains modes de financement particuliers. Enfin, on a vu, tu as parlé des CPTS, mais lors de la table ronde précédente, effectivement, il y avait eu cette idée que les CPTS ont pu jouer un rôle aussi de régulation. Alors là, dans l'accès aux soins, plutôt pour pousser les gens à continuer à aller voir leur médecin et ne pas penser qu'ils allaient inutilement le charger de travail alors que le médecin était voilà, dans la crise Covid jusqu'au cou. Or, la médecine libérale, à un moment, a eu effectivement une baisse de fréquentation dans ce moment-là. Et donc, est-ce qu'il y a une sorte de maturité sur une forme de rôle un peu régulateur, territorial que peuvent jouer ces communautés quand elles sont vraiment voilà, constituées de professionnels qui partagent un projet ensemble, qui sont prêts à rentrer dans une forme de coordination ou de... Écoute, je pense on est à un moment un peu important, charnière, comme on dit parfois, sur ces sujets-là, avec à la fois des points forts ou des points de vigilance qu'on peut partager. Des points forts ou autres, je pense qu'il y a une certaine forme de confirmation d'un certain nombre d'orientations qui étaient déjà un peu partagées avant la crise. On évoquait tout à l'heure de cette organisation territoriale, de cet exercice coordonné. Pour ceux qui avaient des doutes, il devrait, entre guillemets, en avoir moins après la crise, parce qu'encore une fois, on a vu à quel point l'exercice isolé, l'éclatement du monde libéral en matière de santé était quand même délétère. Ne minorons pas quand même, à mon sens, aussi les craintes, ou en tout cas les réactions qu'il faut prendre, je pense, sérieusement, aussi de professionnels de santé libéraux, parfois isolés ou un peu moins isolés, mais de dire finalement, on a pris la crise de plein fouet. On a été comme beaucoup de monde dans les phares de la voiture et ça a été dur. Je dis parce que c'est pas forcément, c'est génial, on a compris qu'il fallait qu'on se coordonne et on va tous se regrouper dans les maisons de santé. C'est comme tu le sais, comme ceux qui nous écoutent, je pense, le savent, entre guillemets, plus compliqué que ça. Et la capacité à accompagner les professionnels dans ces évolutions-là, elle est quand même au quotidien difficile, parce qu'en plus, la réalité, c'est qu'on connaît la démographie médicale, elle est ce qu'elle est. Voilà, la charge de soins, elle est ce qu'elle est. Tu évoquais les risques, les risques sur la santé mentale. Quand on parle avec beaucoup de professionnels de santé libéraux, qui est nos partenaires de tous les jours, ils témoignent dans leur activité quotidienne de cette forme de souffrance qui n'est pas que dans les stats, qui est que eux-mêmes, ils sont en première ligne là-dessus. Donc c'est, je pense, un vrai challenge pour l'assurance maladie et les ARS et l'ensemble des partenaires de savoir comment on accompagne ces évolutions. Je suis intimement persuadé que, mais je vais enfoncer des portes ouvertes, que c'est pas par la contrainte, c'est pas par simplement leur expliquer que c'est ça qu'il faut faire, que ça va marcher. Et c'est la contractualisation, l'incitation, l'explication, la pédagogie. On a vraiment des points forts, indiscutablement, et honnêtement, on voit bien que ça va. Je pense que ça va marcher. Mais notre capacité à être avec les autres acteurs en situation de faire j'aime pas le terme parce qu'il est super technique, mais de faire cette ingénierie qui fait qu'on a des professionnels qui veulent faire une CPTS, mais c'est pas leur boulot de faire de la gestion de projet, de faire du juridique, de faire des statuts, de faire des machins. Et nous, on doit être là pour être les accélérateurs de cette structuration-là. Et donc, il faut trouver ce bon rôle-là. C'est ça qu'on veut faire. Je pense qu'on va y arriver. Mais c'est plus sioux et plus compliqué que de simplement dire on veut être là dans un an et c'est facile parce que tout le monde va y aller. Donc c'est aussi la beauté de l'exercice. Mais exactement, on fait avancer les professionnels, mais ils ont un vécu qui est difficile aussi. Ils ont des inquiétudes pour un avenir qui ne juge pas forcément si simple que ça parce que c'est des organisations différentes. Mais je pense qu'on a devant nous une capacité à faire. On a des moyens aussi avec le numérique, on l'a évoqué, et qu'on peut et qu'on va réussir cette transformation-là. En tout cas, on va être des acteurs de cette transformation.
Merci beaucoup Thomas, je pense qu'on était vraiment au cœur Merci à toi. de ce sujet, de cette mobilisation très forte et puis de la façon très claire dont tu nous as présenté comment l'assurance maladie, à partir de ses expériences et aussi de beaucoup de choses qu'elle avait déjà développées, va capitaliser, dupliquer, répliquer, accélérer d'une certaine façon un certain nombre d'évolutions. Donc merci d'être venu clore cet après-midi très consacré effectivement à l'impact de la crise Covid sur la politique de santé, la santé publique et les grands acteurs dont la CNAM évidemment est un acteur majeur. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Bonne continuation. Très bonne fin de journée.